un certain mois d'août, il y a Air Mali qui faisait la Umrah. Bamako, Ouagadougou, Bamako, Bobo, Ouagadougou et Jeddah. Et ce mois d'août, un Ilyushin 18, c'est les anciens avions soviétiques qu'on avait balancés au Mali, qui étaient socialistes. Les avions russes et tout ça, là, ils ont profité de ça. À ce moment-là, nous n'avions que des petits avions de 8-10 places. Alors donc, un avion malien faisait la Umrah et une certaine nuit, alors que l'aéroport de Bobo fermait à 19h pour réouvrir à 6h du matin, moi j'ai fait le service et je suis descendu donc à 19h. Et en pleine nuit, j'entends un bruit d'avion. Le terrain est fermé, hein? J'entends un bruit d'avion. Il passe un certain temps, je suis aux aguets. Le deuxième passage, il était proche de mon logement et j'ai su que c'était un avion qui voulait se poser. L'aéroport est fermé. Donc c'est le noir total. Comment un avion vient la nuit là à 22h? Je me suis levé, enfourché ma voiture. J'avais une DS-19. Tu sais, la DS-19, il faut la démarrer, attendre qu'elle se mette, les poumons la gonflent et que tu puisses partir. Donc j'ai traîné la voiture sur le ventre, sur le châssis comme ça, sorti du domicile parce que ça tardait à se lever. Donc j'ai foncé à l'aéroport. Je suis arrivé, ça s'est trouvé que l'avion qui avait pu se poser, on ne sait comment miraculeusement, était en train de rejoindre le parking. C'est le commandant d'aérodrome, un Toubab, qui lui vit sur le terrain, son logement était sur le terrain, a entendu le bruit d'avion, il est parti monter rapidement à la tour de contrôle. Malheureusement, lui, il ne sait pas exactement les manettes pour la lumière pour temps en temps. Donc il a baissé tout d'un coup et la piste qui était allumée s'est éteinte. Et qui voulait allumer s'est éteinte. Et cet avion n'a pu se poser qu'à cause de l'existence de ce que nous appelons radio-balise, instrument implanté dans la clôture de l'aviation qui indique que voilà l'axe de la piste est là. Donc l'avion dans le noir, il a appelé, personne ne répondait, mais il était en fond de carburant. Il était en fond de carburant, donc il ne pouvait aller nulle part d'autre. Il a décidé de tenter sa chance à Ouagadougou, à Bobo-Dioulasso. Donc cet avion s'est posé au phare en ayant la seule aide radio à l'atterrissage qui fonctionnait. Et ça aussi, à quelque chose malheur est bon, le technicien a oublié de couper l'aide radio en descendant. Il a oublié de couper cette aide radio-là en descendant. Et c'est cette aide radio, c'est pas pour la navigation, mais c'est pour l'atterrissage. C'est cette aide radio qui a aidé l'avion à se poser. Dans le noir, il sait que c'est à peu près l'axe de piste, il est parti, et il a quand même cassé quelques ampoules en atterrissant. Ça, c'est un avion qui avait 97 personnes à bord. Il a quand même pu se poser. C'était un soviétique et l'adjoint, le copilote, c'était un Malien. D'accord, donc, toujours dans le cas professionnel. Ça, c'est Bobo Dioulasso, mais il y en a eu à Ouagadougou. Alors, pour Ouagadougou, j'étais nommé d'abord adjoint au commandant de l'aéroport de Ouagadougou.
en 1974. Et c'est quelques mois seulement après cette nomination, j'étais devenu commandant d'aérodrome de Ouagadougou. Et c'est justement à ce moment que le premier accident important va arriver. Ça concernait toujours un Air Mali, Ilyushin 18, qui avait 62 personnes à bord. Il venait de Guéda. C'était Guéda, Kano, Niamey, Bamako, parce qu'il n'avait personne du Burkina à bord. Donc Ouagadougou n'était pas prévu. Mais à ce moment, Ouagadougou était ouvert 24 heures sur 24. Ça coïncidait avec l'année de sécheresse, grande sécheresse. Il y avait plein d'avions européens qui venaient larguer des vivres dans les brousses, même à Ouagadougou, ici, sur le terrain, quoi. Donc, l'équipe allemande était en fin de mission et l'ambassade d'Allemagne a organisé une réception à laquelle le commandant d'aérodrome était invité. Je revenais de cette réception, je suis passé par la base aérienne là pour venir passer devant l'aéroport. Et c'était un dimanche soir. J'ai vu la piste d'aérodrome allumée. Je me suis dit, tiens, un dimanche soir, nous n'attendons aucun avion le dimanche soir. Et évidemment, conscience professionnelle, je suis entré pour voir ce que c'est. Je suis monté à la tour de contrôle et j'ai trouvé le contrôleur emmerdé parce que cet avion qui fait la Umrah a décollé de Jeddah Khartoum. Il devait se ravitailler à Kano et puis continuer à Niamey déposer les pèlerins nigériens avant d'aller à Bamako. Parce que Air Mali était endetté à Kano, c'est-à-dire s'il se pose, on va lui réclamer la taxe d'atterrissage et des arriérés de carburant. Il a sauté l'escale de Kano. Mais au départ, c'était prévu qu'il va compléter le ravitaillement à Kano. Il a sauté Kano et il vient directement à Niamey. Une fois encore, c'était un mois d'août. Donc, l'hivernage en plein, des nuages bas, de la pluie à n'importe quel moment. Il est allé, il a tenté 3 fois d'atterrir à Niamey, il n'a pas réussi. Donc, ça lui a fait une consommation supplémentaire de carburant. Parce qu'un avion essaie d'atterrir, il n'a pas pu, et il remonte. C'est comme quand tu démarres ton moteur et tu fais wouh. Alors donc, à ce moment-là, ça aspire beaucoup de carburant. Cet avion a bousillé beaucoup de carburant en essayant 3 fois. Il tourne, essaie de ce côté, orage, éclair, et il finit par décider de rejoindre Bamako directement. En cours de chemin, il se rend compte que son carburant ne peut pas l'amener à Bamako. Et il décide de se poser à Ouagadougou. Donc le contrôleur qui était là, en veille seulement, entend à Ouagadougou, ici Tango, Zulu, Bravo, Echo. Tango, Zulu, Alpha, Bravo, Echo. Appel Ouagadougou, répondez. Alors, le contrôleur dit oui, Bravo, Echo, je vous écoute. Ce sont les initiales qui identifient chaque avion. Voilà. C'est une série de 5 lettres, mais habituellement on prend la première lettre et les 2 dernières. Donc le TZBE, qui était le machin de l'avion, l'appelle et il lui annonce
que venant de Jeddah, il n'a pas pu se poser à Niamey et qu'il a choisi de se poser à Ouagadougou. Le contrôleur lui donne les renseignements et tant. Donc, apparemment, tout était normal. Mais en haut, le pilote savait qu'il y avait des problèmes. Parce qu'ayant tenté plusieurs fois, peut-être qu'il a été atteint par la foudre, il ne pouvait pas capter certains instruments au sol à Ouagadougou. Et ayant perdu beaucoup de carburant, il a coupé 2 moteurs sur les 4. Et les 2 moteurs sur 4 ne pouvaient pas le maintenir à haute altitude. Donc, il volait bas, avec 2 moteurs seulement en marche. Et c'est à ce moment-là qu'il a annoncé au contrôleur qu'il n'a plus de carburant. Il lui reste un quart d'heure de carburant et il vient sur Ouagadougou. Le contrôleur lui donne les données météo, parce qu'un avion se pose toujours avec des renseignements météo, la direction du vent, oui ou non, est-ce qu'il pleut, est-ce que la piste est mouillée, et ceci et cela. Il dit dans un premier temps, ok. Après, il pose la question, est-ce que tel instrument marche? Le contrôleur, oui. Le contrôleur dit, mais oui, il marche. Silence. Une deuxième fois, il pose la question, est-ce que la piste est allumée? Alors là, le contrôleur commence à s'inquiéter. Et c'est à ce moment que moi, j'y suis arrivé. Il demande, est-ce que la piste est allumée? On dit, oui, la piste est allumée. Mais pourquoi un avion qui peut voler la nuit demande si la piste est allumée, comme s'il était à côté du terrain? L'enquête d'accident nous permettra plus tard de savoir que cet avion qui a perdu beaucoup d'avions et de carburant et qui est descendu à basse altitude avait un écho sur son radar qui lui faisait croire qu'il a l'écho de la ville de Ouagadougou. Tu sais, les constructions et les machins, ça a un écho sur son radar. En réalité, il a dû prendre un certain lac en cours de chemin là. C'est le reflet dans le radar d'un lac. Il a pris ça pour Ouagadougou. Et il s'étonne qu'il est à Ouagadougou, mais il ne voit pas la piste allumée. Tout de suite, ensemble, nous avons jugé que cet avion, s'il ne voit pas la piste de Ouagadougou, est persuadé qu'il est à Ouagadougou, donc il a vu une autre piste. Une autre ville, je veux dire, une autre ville. Parce que l'écho de la ville de Ouaga, l'écho de la ville de Bobo, ça pouvait ressembler aussi. Nous avons cru qu'il s'est trompé de route et que c'est Bobo Dioulasso qu'il a vu. On a téléphoné à l'aéroport de Bobo Dioulasso, dire au commandant de faire ouvrir le terrain immédiatement. Parce que c'était toujours à 19h qu'il fermait. On leur dit d'ouvrir, il y a un avion qui a dû se tromper et il doit être dans votre parage. Et ils ont ouvert le terrain, mais c'était pour rien. Cet avion-là a continué. Mais, comme je disais, quand on lui a posé la question, est-ce qu'il vous restera assez de carburant pour donner? Il dit, on verra. Et il n'est pas arrivé. Cet avion a craché à 42 km de Ouagadougou, dans le village de... Bon, c'est à 42 km d'ici, où de grands arbres, dans un marigot, ont causé la catastrophe. Parce que volant très bas et persuadé qu'il voyait... Bon, finalement, il a vu la ville de Ouagadougou. On lui dit la piste est allumée. Qu'est-ce qu'il va faire? Il demande qu'on lance des fusées éclairantes
rouges, comme on en a à l'aéroport, pour qu'il repère rapidement l'aérodrome. Pour ne pas perdre du temps, puisqu'il n'a plus de carburant. Et c'est moi qui me suis chargé de prendre la boîte à cartouches, sortir dehors pour lancer les fusées rouges là. J'en ai lancé 9 au total. Étant dehors, je ne savais pas qu'est-ce qu'il disait encore au contrôleur. Donc il a dit au contrôleur, à un moment donné, il a vu 2 fois les fusées. Moi je suis rentré parce que j'ai vidé ma boîte de cartouches. Le contrôleur dit qu'il a aperçu 2 fusées. Bon, à 42 km, nos fusées, c'était suffisant pour qu'il repère bien. Donc il venait. Il se dirigeait maintenant sur Ouagadougou et le carburant a fait défaut. Étant prêt de se poser, il a sorti ses trains d'atterrissage et c'est un type d'avion qui a de longues jambes d'atterrissage. Il est très haut sur pattes, comme on dit. Donc, parce qu'il a descendu ça, c'est ça qui a accroché la cime des arbres dans le marigot là. Ça a accroché la cime des arbres et ça fait obstacle, puisque en bas, il y a eu un obstacle, il a fait une culbute, si tu veux, et le nez a commencé à frapper le sol. L'aile gauche s'est détachée avec 2 moteurs. Il a fait une pirouette et la queue est allée s'encastrer dans un autre arbre et c'était malheureux. Donc, l'avion a pris feu. Dans le village, tout le monde était effaré. On raconte que des chiens qui sont sortis cette nuit-là ne sont plus rentrés chez le propriétaire. La panique. On n'avait jamais vu ça. Nous avons alerté la base aérienne qui a décollé avec un petit avion. Dès le décollage, le pilote nous a signalé, je vois un grand feu. Et à ce point, on avait appelé l'avion à 20. Tango Zulu Alpha Bravo Echo. Tango Zulu Alpha Bravo Echo, nous recevez-vous? Silence. Tango Bravo Echo Ouagadougou. Silence. Bravo Echo Ouagadougou. Silence. Donc il était tombé à ce moment. Et quand l'avion de la base a décollé, il a vu le grand feu, il a dit, lui, il voit un grand feu. Bon, 42 km, l'aéroport ne peut pas envoyer des pompiers là-bas. C'est pas possible. De toute façon, les textes l'interdisent. Parce que l'aérodrome a ses pompiers et c'est seulement pour les crashs sur le terrain ou à côté. Ce n'est pas à 42 km. Donc l'avion a brûlé comme ça. Et miraculeusement, le mécanicien à bord, lui, il était indemne. Pas même une égratignure. Nous l'avons vu à l'hôpital après. Lui n'a rien eu. Mais le commandant de bord, le copilote, tout le staff de machin, plus tous les Nigériens, n'ont même pas vu de carte d'identité d'un Nigérien pour y voler un Nigérien. Et comme il n'y avait personne du Burkina, donc il n'y avait pas aucun voltaïque à l'époque. Voilà comment le crash, dès le début de mon commandement, a eu lieu. Circonstances, disons, humaines. Parce que c'est une succession d'erreurs humaines, de négligence qui a abouti à ça. Mais fais-moi confiance. Quand on a commencé les enquêtes, les rapports, les soviétiques ont dit leur avion n'a eu aucun incident technique et les pilotes n'ont fait aucune faute. On leur a répondu, mais dites qu'on a descendu l'avion au bazooka alors. Si tout ça, il n'y a pas eu d'erreur, comment est-ce que l'avion est tombé? Je peux vous dire que, bon, même dans la vraie technique, quand il y a de la mauvaise volonté, des cas de mauvaise foi, ça pose des problèmes. Bon, j'ai cheminé commandant d'aérodrome pendant 10 ans, parce que
le recrutement était trop lent. Donc, moi, je suis commandant d'aérodrome, je suis technicien supérieur, mais j'occupais un poste d'ingénieur. Et donc, j'ai été reclassé comme ingénieur. Donc, pendant 10 ans, j'ai dirigé l'aéroport jusqu'à ce que advienne la révolution. Fin 83, début 84, et évidemment, l'aspect professionnel a changé de visage. Puisque vous aimez qu'on parle du curriculum vitae et de la vie civile, à ce moment, on commençait à naître de graves problèmes me concernant. À l'aéroport, il y a ceux qui n'avaient pas pu grimper rapidement comme moi, qui étaient jaloux. Il y a des gens, pour des raisons, je ne sais pas, extra-professionnelles, peut-être religieux, m'en voulaient. Parce que tous ceux qui m'ont connu à l'époque savent que j'affichais fièrement ma religion. Je peux citer des détails, mais on n'est pas là pour ça. Si on était au tribunal, ça, oui, j'allais citer ça pour le prouver. Donc, des gens qui étaient, disons, politiciens ou politicards, ont travaillé avec les nouveaux dirigeants du pays et ont contribué à ce que moi, on m'enlève de l'aéroport pour m'envoyer à la direction de l'aviation civile. La direction de l'aviation civile, c'est une propriété de l'État. Donc, on m'a enlevé forcément de la SECNA contre les textes qui existaient. Parce que cela ne pouvait pas se faire s'il n'y avait pas l'accord de la SECNA. Il faut donner les raisons pour lesquelles on enlève cet agent de la SECNA. La preuve en est que le directeur général de la SECNA, quand les événements se sont passés, est venu avec tout son staff à Ouagadougou pour dire mais c'est anti-statutaire ce que vous avez fait. Vous n'avez pas à toucher au personnel détaché. Nous étions un certain nombre, certains étaient dégagés, d'autres licenciés, et nous autres, nous étions suspendus. Suspendus par un décret, pas un décret, par un arrêté ministériel, tu vois, qui banalement rompait mon contrat avec la SECNA. Quand la direction générale a dit vous êtes dans l'irrégularité parce que c'est pas comme ça que ça doit se faire, ils ont dit allez vous faire foutre. Donc la direction générale elle-même n'a pas pu régler la situation. Je suis allé à la direction de l'aviation civile, mais la technique étant, on ne pouvait pas trouver mieux que moi pour certaines tâches. Et le poste que j'allais occuper plus tard à la direction de l'aviation civile était techniquement plus responsable que la responsabilité du commandant d'aérodrome. Parce que j'étais responsable des règles de l'air. J'étais responsable des enquêtes accidents. J'étais responsable de la sûreté aéronautique, sûreté aéroportière. Et il y avait un autre terme. Donc j'avais 4 chapeaux. Chef du service de la navigation aérienne. Voilà. Alors donc, tout ce qui concerne les clauses entre États, concernant les avions perdus, recherche et sauvetage, et tout, c'était sous ma responsabilité. Alors donc, j'ai acquis beaucoup d'expérience parce que j'ai fait beaucoup de séminaires, de voyages,
que ce soit à Montréal, le siège de l'Organisation de l'aviation civile, ou en France, enquête accident, sûreté aéroportière, recherche et sauvetage et autres. Donc, à la direction de l'aviation civile, malgré eux, j'étais un responsable, à un poste de haut responsable. Ça, bon, je suis... Donc, j'étais suspendu et envoyé à la direction de l'aviation civile, anti-statutairement. Je ne pouvais pas blanchir comme je l'ai dit. Ensuite, les CDR sont entrés dans la danse. C'est parmi les CDR justement que se sont trouvés les éléments qui ont influencé les ministres et autres pour mon départ.